L'entrée dans la 5e République au Togo est marquée depuis quelques semaines par l'éruption de mouvements de contestation, d'abord sur les réseaux sociaux, puis dans les rues. Le 6 juin a eu lieu une première journée de mobilisation contre le régime togolais, tandis que les activistes appellent à 3 nouvelles journées de mobilisation. Nous avons invité un membre du gouvernement pour avoir un point de vue officiel sur la conjoncture politique au Togo. Avec nous donc, Gilbert Badile Mbaïna Bawara, il est le ministre de la Réforme, du Service public, du Travail et du Dialogue social. Monsieur le ministre, merci de répondre à notre sollicitation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gilles Boko. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je dois dire, face à la situation que vous venez de décrire, en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant qu'acteur et responsable politique, il est de notre devoir de chercher à éclairer nos concitoyens, de les rassurer, de leur faire comprendre que, quels que soient les problèmes qui peuvent se poser, quelles que soient les épreuves qui peuvent advenir, que nous avons la capacité, en tant que citoyens, en tant que responsables politiques, de les surmonter et puis de continuer la marche du pays en avant à travers l'esprit d'ouverture et de dialogue. Monsieur le ministre, le ciel de la 5e République semblait bien calme jusqu'au 6 juin, date à laquelle une grogne sur les réseaux sociaux, d'abord, s'est étendue aux rues de Lomé. Tout était parti d'un artiste activiste au nom de Amron, depuis interpellé puis libéré aux dernières nouvelles. Monsieur le ministre, pour revenir sur les conditions de l'interpellation d'Amron, est-ce qu'elle ne laisse pas à désirer quelque peu avec près de 50 soldats envoyés sur les lieux, en dehors des heures légales, pour après tout déposer le prévenu dans un hôpital psychiatrique? Est-ce que ça ne laisse pas à désirer? Vous savez, pour moi, c'est une situation malheureuse et regrettable. Mais cela étant, je crois qu'avant de faire la fixation sur les conditions éventuelles de son interpellation, les conditions dans lesquelles il a été interné plutôt dans un centre de santé et traité, il est important de souligner. Nous ne sommes pas en train de parler d'un citoyen qui est tranquille dans son coin, n'ayant rien fait du tout, aurait eu maille à partir avec un état répressif ou un état arbitraire, une situation arbitraire. Je dois rappeler que nous sommes dans une société ouverte et démocratique. Les libertés sont importantes, y compris la liberté d'opinion et d'expression. Qu'on ait des opinions, qu'on ait des positions, qu'on veuille même critiquer les institutions, on peut le faire. Mais a-t-on besoin pour cela de se livrer à des outrances, de tenir des propos qui sont manifestement des propos qui relèvent de l'injure publique, de la diffamation, de l'outrage à des autorités ou à des citoyens? Alors, je crois qu'on peut s'exprimer, on peut exprimer son point de vue, on peut exprimer ses opinions, on peut même critiquer la conduite des affaires du pays, mais on n'a pas besoin des outrances auxquelles on a assisté, au flot au torrent d'insanité, de boue qui était déversé publiquement et quotidiennement à travers les réseaux sociaux. Donc, avant de parler des conditions et des modalités éventuelles de son interpellation et des conditions dans lesquelles il a été traité, je crois qu'il faut partir de là. Et rappeler que nous devons avoir un peu plus de courtoisie, de civisme. Nous pouvons nous parler, on peut se critiquer. Un citoyen peut critiquer ce qu'il considère être pas satisfaisant. Mais on n'a pas besoin de se livrer aux agissements et aux comportements auxquels on a assisté de la part de cet artiste. Maintenant, je crois que dans une phase pratiquement préliminaire d'enquête par la police judiciaire, il a été rapidement perçu que ce cas ne méritait pas de faire l'objet d'une véritable procédure judiciaire. Et il a été interné dans un centre de santé approprié où sa famille, ses parents avaient accès à lui. Son avocat a pu avoir accès à lui et même à témoigner en indiquant qu'il était bien portant, qu'il était bien traité dans ce lieu de soins. Aujourd'hui, il faut se réjouir du dénouement qui est intervenu, qui traduit véritablement une volonté d'apaisement
une volonté d'ouverture, une volonté de calmer les esprits. Je voudrais donc profiter pour en appeler au sens des responsabilités, à la retenue et puis à ce que les esprits s'apaisent. Là où il est aujourd'hui en famille, nous nous réjouissons. Je dirais qu'il est souhaitable, si lui-même ou sa famille estime qu'il a besoin d'un soutien, d'un accompagnement, aussi bien de bonne volonté, mais également des pouvoirs publics, pourquoi pas du gouvernement, pour se prendre en charge, pour retrouver ce que je pourrais appeler le droit chemin, peut-être même pour relancer ses activités artistiques. Il doit pouvoir compter sur les bonnes volontés, y compris sur l'accompagnement et le soutien du gouvernement, qui a toujours été attentif à ce que les hommes de culture, les artistes, les chanteurs peuvent contribuer comme apport à la revalorisation de la musique togolaise, au rayonnement de la musique togolaise. Ce jeune, je peux dire, c'est un jeune petit frère. Il était arrivé par le passé que nous le retrouvions à l'occasion de nos activités politiques, dans des meetings qu'il animait. Alors, considérons cela comme étant une parenthèse malheureuse et déplorable, mais faisons en sorte que ceux qui sont à la recherche de récupération, de racolage de telle ou telle situation, parce qu'ils sont probablement animés par d'autres volontés malveillantes, ne laissons pas ce jeune compatriote, cet artiste, être exposé à ce risque de manipulation et de récupération dont il a fait l'objet. Parce qu'il n'a jamais été question véritablement de le priver injustement de sa liberté, mais de l'aider à retrouver le calme et la sérénité. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Et nous disons notre volonté, notre engagement à ce que si lui-même et ses parents le souhaitent, nous allons continuer à aider pour qu'il puisse véritablement se reprendre en main. Alors, Monsieur le ministre, Arnaud a recouvré la liberté, mais vous évoquiez le cas de son avocat tout à l'heure. Je l'ai écouté. Il a estimé que l'artiste a été victime de torture. D'autres personnes arrêtées dans le cadre de la manifestation du 6 juin ont également évoqué des cas de traitement inhumain et dégradant. Comment le gouvernement gère-t-il ces dénonciations? Tout à l'heure, j'encourageais l'intéressé lui-même, mais également ses proches et sa famille à se soustraire à toutes les tentatives de récupération, d'instrumentalisation. Mais cette instrumentalisation et cette récupération, ça peut aussi provenir d'avocats véreux à la réputation douteuse. Et donc, je ne voudrais pas commenter ce que son avocat, que je ne connais pas beaucoup, mais apparemment, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de recommandable. Mais donc, qu'en est-il de ceux qui ont été arrêtés le 6 juin et qui estiment avoir été torturés? D'abord, je vais revenir un peu sur le 6 juin. Le 6 juin, qu'a-t-on eu à faire comme situation? On a eu à faire quoi comme situation dans notre pays? A-t-on eu affaire à une manifestation régulière, légale? La réponse est non. Parce que pour qu'il y ait une manifestation régulière et légale, il aurait fallu que nous connaissions les organisateurs, qu'ils aient procédé à une notification et à la saisine des autorités compétentes, notamment des mairies ou du ministère de l'administration territoriale, ne serait-ce que pour permettre de coopérer, d'identifier avec eux s'ils disposent d'un service d'ordre, de faire comme cela a toujours été le cas, d'examiner éventuellement le point de départ et le point de chute, les modalités et conditions de la manifestation pour que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Je voudrais rappeler que tout proche, il y a quelques semaines, au mois d'avril, nous avons connu une manifestation à Lomé de la part d'un groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile. Cela s'est bien déroulé. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté la loi, le cadre légal. Ce n'était pas le cas cette fois-ci. Nous avons commencé à voir une campagne de désinformation, une campagne de propagande incitant à la haine, à la violence, à l'affrontement. Nous avons commencé à assister à des volontés
et des plans subversifs et insurrectionnels, la volonté d'entrer en guérilla dans les quartiers de la capitale. Tout cela, on ne peut pas appeler ça les manifestations pacifiques publiques au sens des lois qui régissent les réunions et les manifestations pacifiques publiques. Face donc à cette situation qui traduit une volonté d'instaurer le désordre et le chaos, que doit faire l'autorité? L'autorité a l'obligation non seulement de faire respecter la loi, mais aussi de veiller au maintien et à la préservation de l'ordre public. Nous sommes dans une société qui est caractérisée à la fois par sa diversité et son pluralisme, à tout point de vue, y compris en termes d'opinion politique. Ceux qui, d'un côté, disent qu'ils veulent semer le chaos et le désordre, ceux qui, d'un côté, disent qu'ils veulent s'en prendre aux institutions constitutionnelles et républicaines, et de l'autre côté, ceux qui peuvent être attachés et qui sont attachés à l'ordre constitutionnel, aux institutions, au respect de la loi, ceux qui souhaitent vaquer à leurs activités, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la responsabilité de l'État d'agir, d'une part, pour faire respecter la loi et préserver l'ordre public, faire en sorte que toutes les libertés puissent être conciliées. Et donc, surtout que nous n'étions pas face à une manifestation ou à une volonté de manifestation régulière et légale. Et donc, que l'État ait pris les décisions les plus fermes pour éviter que ce chaos, ce désordre, ces affrontements prophétisés, voulus et recherchés par certains ne puissent se produire. Je crois qu'au Togo, comme ailleurs dans toutes les démocraties, l'État ne peut pas agir autrement que comme il l'a fait le 6, parce que nous n'étions pas face à une manifestation ou à une volonté d'organiser une manifestation régulière. Je sais que parmi les personnes qui ont été interpellées, il y en a qui ont pu agir par ignorance ou par méconnaissance des lois. C'est d'ailleurs pourquoi, cette fois-ci, il y a une anticipation, il y a une communication. Les règles, le cadre légal régissant et encadrant les réunions et les manifestations pacifiques publiques ont été rappelées à travers un communiqué du gouvernement. Et donc, je voudrais donc saisir l'occasion pour en appeler au sens de la responsabilité, au civisme, à la retenue des uns et des autres. Et surtout, à dire à nos concitoyens qu'à partir du moment où une manifestation n'est pas régulière, une manifestation n'est pas légale, n'est pas organisée dans le respect des règles et du cadre légal, il vaut mieux s'abstenir de vouloir y participer parce que vous trouverez face à vous l'État qui n'est pas dans une volonté de répression ou d'oppression de quelque nature que ce soit, mais qui est dans son rôle, dans sa responsabilité de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et la sécurité au bénéfice de tous les concitoyens. Monsieur le ministre, dans la foulée de la furia contre le régime togolais, surtout sur les réseaux sociaux, l'ancienne ministre des Armées, Mme Marguerite Nyakadé, a sorti 2 brûlots contre la gouvernance du président du Conseil. Que voyez-vous là? Une coïncidence ou une connivence avec les grognards? Non, j'aurais voulu ne pas avoir à commenter par rapport à l'attitude et aux agissements d'une ancienne collègue. J'observe qu'il existe de la part de certains médias, y compris de la part des détracteurs du gouvernement et des autorités, une certaine mansuétude à l'égard de l'intéressé. Ce qui est constant, et de ma petite expérience, il est difficile d'avoir géré, d'avoir été ministre sans se voir reprocher des manquements, sans faillir. Comme il est arrivé que des médias ou des concitoyens interpellent d'autres collègues en estimant que dans la conduite de nos responsabilités, au niveau de nos départements, qu'il y a des insatisfactions, qu'il y a des manquements, qu'il y a peut-être des choses qu'ils auraient aimé que nous fassions différemment. Alors, peut-être qu'elle a beaucoup de chance d'être totalement épargnée par ce
des journalistes, y compris ceux qui ne sont pas dans le pays, qui passent leur temps à amplifier et propager des propos mensongers et grossiers contre des membres du gouvernement. Mais heureusement pour elle, elle est épargnée. Donc, c'est tant mieux pour elle. Mais je pense que quand on a assumé des responsabilités d'État, on n'est pas obligatoirement ou nécessairement lié par un secret, mais on se doit de se comporter avec une certaine dignité. On se doit de ne pas oublier qu'en tant qu'être humain, on peut commettre des erreurs, on peut faillir. Et je suis sûr que l'histoire fera son œuvre si un jour on devait jeter un coup d'œil dans son parcours, dans les responsabilités diverses qu'elle a eu à assumer depuis des années, y compris en tant que ministre des Armées. Je suis sûr qu'elle aussi, elle aura l'honnêteté de se dire le bilan que je dénonce, j'assume une part de responsabilité dans ce bilan. Mais chercher à s'exonérer totalement et bénéficier de la mansuétude que j'observe de la part de certains médias prompts à dénoncer des manquements. Bon, aujourd'hui, peut-être elle a la chance, mais je ne suis pas certain qu'indéfiniment, elle aura cette chance-là de ne pas se voir demander d'assumer une part de responsabilité, ne serait-ce que dans les parcours qu'elle a eus, dans les responsabilités qu'elle a eu à assumer. Les évêques dont on connaît la tradition de dénonciation sont eux aussi montés au créneau. Quelle importance accordez-vous à leur mémorandum qui vous invite à revoir carrément votre copie, la copie de la gouvernance togolaise? C'est difficile de se prononcer à l'égard des évêques. Ils ne sont pas seulement nos pères spirituels, mais ils incarnent aussi une autorité morale. Ils sont au milieu de la société. Ils peuvent être à la fois acteurs et témoins de tout ce qui se déroule dans notre société. Et il n'est pas anormal qu'ils puissent se prononcer et être vocal sur ce qu'ils constateraient éventuellement. Mais il y a 3 observations que je voudrais quand même formuler. Lorsque j'ai lu les sorties des évêques, la première, c'est de rappeler que le Togo est un État laïque. Vous voyez, si toutes les églises, chacune de son côté, commençaient à agir d'une certaine manière, ça pourrait poser problème par rapport à la laïcité de l'État. La deuxième chose, les portes des autorités ont toujours été ouvertes. Que ce soit les portes du président du Conseil, des autres autorités et institutions, je crois que leur message serait beaucoup plus fort s'il y avait un effort préalable d'aller vers les autorités, échanger et partager leurs constats et espérer que s'il y a des manquements, que nous puissions voir comment améliorer. Je n'ai pas constaté cet effort. Par le passé, je constate qu'il y a eu des occasions où les responsables religieux, y compris la conférence des évêques du Togo, avaient la possibilité, soit à l'initiative des autorités ou à leur initiative, de pouvoir parler, ne serait-ce que pour voir s'il y a des situations qu'on peut améliorer. La troisième observation que je voudrais faire, j'ai l'impression que les évêques regardent d'un seul bout de la lorgnette. Quand on voit, on insiste uniquement sur un côté de la société togolaise. Parfois, on oublie les efforts constants qui sont faits par les autorités au plus haut niveau, que ce soit en termes d'apaisement, en termes de mesures d'ouverture, en termes de dialogue, en termes de recherche de compromis pour mener des réformes. Et il est même arrivé que des membres de la conférence épiscopale jouent un rôle actif, déterminant pour nous faire avancer. En 2005, c'est un des anciens membres de la conférence épiscopale, Monseigneur Dossé,
qui avait conduit la commission de réflexion sur la rélecture et la réhabilitation de l'histoire du Togo. Et c'est sur la base des recommandations et des conclusions de son travail que certaines personnalités historiques ont été réhabilitées, que des rues et des places publiques ont été rebaptisées. Aujourd'hui, la place Anani Santos ne s'appelait pas, à l'époque, place Anani Santos. Mon aîné et un de mes ancêtres, pratiquement, Kléber Dadjo, aujourd'hui, il y a un monument en son honneur qui est en train d'être construit dans son village à Siou. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le 13 janvier qui était célébré auparavant n'est plus célébré. Ça fait partie des acquis qui ont été obtenus par notre pays sur la base d'un travail fait par des prélats ou des membres de l'Église. En 2009, Monseigneur Bariga, paix à son âme, a joué un rôle déterminant. Aujourd'hui, nous constatons que le Hkroun, Madame Nana Awa Nana, est en train de sillonner le pays avec des mesures d'indemnisation. Et ça, nous ne pouvons pas dénier ce rôle appréciable et apprécié par les Togolais que parfois des membres de l'Église, notamment de l'Église catholique, ont pu jouer. Moi-même, en tant que ministre de la fonction publique, il m'arrive, avec mes collègues de la santé et de l'éducation, de regarder comment nous pouvons collaborer et coopérer en matière d'enseignement confessionnel ou des centres de santé confessionnels. À l'occasion de tous les concours, lorsque des centres de santé confessionnels nous sollicitent pour déployer des agents publics, il y a toujours un accompagnement. Lorsque des enseignants ou des admissibles au concours de recrutement en qualité de fonctionnaires enseignants peuvent être déployés dans des établissements confessionnels pour soutenir l'enseignement catholique et protestant, nous le faisons. Et donc, même quand il y a des moments de tension, de contestation sociale, je sais le rôle que des responsables de l'Église jouent à notre côté pour apaiser et dissiper les tensions. Et donc, moi, j'aurais voulu une conférence épiscopale qui puisse apparaître, du moins à mes yeux, beaucoup plus équilibrée que ce que nous avons constaté récemment, mais une église aussi qui n'hésite pas à aller vers les autorités lorsqu'elle a des constats par rapport à des choses qui peuvent avancer, faire avancer le pays, d'aller vers les autorités sans nécessairement se priver ou être dispensé de la possibilité de s'exprimer publiquement. Mais lorsqu'on aperçoit, comme tout le monde, des dénonciations qui ne sont pas nécessairement exactes, parce que s'ils venaient vers nous, nous allons leur expliquer sur telle situation, voilà la réalité. Ce n'est pas parce qu'on est religieux, fût-on évêque, qu'on ne peut pas se tromper. Et donc, je voudrais leur dire, le gouvernement, les autorités restent disponibles et ouvertes. Chaque fois qu'il y a des situations, nous pouvons nous retrouver, les examiner, nous allons écouter leurs conseils, leurs exhortations, et ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour améliorer. Quand ils veulent... Vous pouvez les appeler également. Oui, mais... Faire le premier pas, les écouter. Nous ne connaissons pas quotidiennement les préoccupations qu'ils peuvent avoir et qui sont d'intérêt national. Quand eux, ils estiment avoir des préoccupations qui touchent à l'intérêt du pays, à la cohésion, à la paix sociale, qu'ils n'hésitent pas. Deuxièmement, je leur prierai de ne pas être insensible à tous les efforts qui sont déployés dans le sens de l'apaisement, dans le sens de l'ouverture, dans le sens de la recherche du compromis. Et quand ils veulent encourager la société togolaise, de ne pas uniquement regarder une partie de la société togolaise, mais de nous appeler collectivement. Parce qu'on dit, pour danser le tango, il faut être deux. Quelle que soit la volonté d'ouverture, quelle que soit la volonté de main tendue, que le président du Conseil aujourd'hui ou le président de la République hier, dont ils peuvent être animés, encore faut-il qu'en face de nous, on retrouve des gens qui acceptent cette main tendue et qui acceptent que nous puissions nous considérer en frères et que nous puissions cheminer ensemble. Monsieur le ministre, comme certains laissent attendre, est-ce que des mains extérieures se cachent derrière
ces mouvements de contestation, les appels à la désobéissance civile? Je ne sais pas si je dois appeler ça des mains obscures ou des forces obscures. Mais je voudrais dire ceci. C'est devenu désormais un peu récurrent. En 2010, au lendemain de l'élection présidentielle, on a les mêmes forces, plus ou moins, qui ont incité à la mise en place du Front pour l'alternance et le changement, FRAC. Et pratiquement tous les samedis, on avait des manifestations à la plage. Dans les années 2011-2012, on a connu le collectif Sauvons le Togo. Pratiquement les mêmes forces obscures qui semblent être convaincues que le seul moyen de prendre le pouvoir, c'est par des voies non démocratiques. En 2017-2018, c'est pratiquement les mêmes forces obscures, alors que la majorité et le gouvernement à l'époque avaient manifesté une volonté d'ouverture, de dialogue et de compromis. C'est les mêmes forces obscures qui ont insisté auprès des leaders de l'opposition à l'époque en leur disant non, il faut plutôt être dans la violence et le radicalisme. Et le 6 septembre 2017, les discours étaient retour à la Constitution de 1992 avec toutes ses implications, sous la dictée des mêmes forces obscures. Alors, qu'est-ce que j'en déduis? Qu'il y a des gens qui continuent à ne pas croire ni à la démocratie, ni au débat démocratique, et qui peut-être cherchent des raccourcis pour s'emparer du pouvoir. Deuxièmement, je me demande s'il n'y a pas toujours ces mains obscures qui sont devenus en quelque sorte des fossoyeurs de l'opposition traditionnelle. Parce qu'en réalité, on est à la veille des élections municipales. On fait tout pour distraire l'opposition traditionnelle avec des appels à la violence, à la révolte, des appels à l'insurrection. Et pendant ce temps-là, au lieu de travailler sur le terrain, d'occuper le terrain, d'être éventuellement dans la pré-campagne, l'opposition est distraite. Et c'est les mêmes forces obscures qui ont tendance à disqualifier les acteurs et les partis politiques de l'opposition qui sont sur le terrain en disant « Ah, vous ne faites rien pour renverser ce régime. Vous êtes devenus des collaborationnistes. » Alors, je suis très surpris quand je constate qu'au sein de cette opposition sur le terrain, parfois des femmes et des hommes qui siègent dans les institutions se laissent distraire et jouer à ce jeu qui finalement profite à ceux qui veulent la noyauter, l'affaiblir. Et donc, je le regrette. Maintenant, je crois que ces velléités ne nous émeuvent pas. Nous avons toujours pensé que la société togolaise aspire davantage à la tranquillité, à la paix. Nous avons toujours pensé, je disais tout à l'heure que le 6, nous n'avons pas eu affaire à une volonté d'organisation de manifestations pacifiques publiques. Cela étant, nous ne devons pas récuser ou jeter les préoccupations qui peuvent être exprimées, les attentes qui peuvent être formulées. Est-ce qu'il y a des Togolais qui continuent à estimer que la réforme constitutionnelle n'est pas bonne? C'est leur droit le plus absolu. Peut-être il y a des Togolais qui continuent à penser que cette réforme est bonne, mais les modalités de son adoption auraient pu être différentes. C'est leur droit le plus absolu de le penser. Mais je crois que ça, c'est un combat d'arrière-garde. Nous sommes dans la situation où il s'agit de mettre pleinement en œuvre cette constitution, de la pratiquer. Et s'il devait apparaître des insuffisances ou des manquements, nous pouvons en faire le constat ensemble. S'il y a des ajustements et des améliorations à apporter. Parce que dans la pratique de la nouvelle constitution, nous avons constaté qu'il y a des faiblesses qui peuvent être, auxquelles on peut remédier, on peut le faire. Qu'il y ait des concitoyens qui se disent que la hausse
du prix de l'électricité n'a pas été suffisamment expliquée. Mais c'est quelque chose de respectable. Qu'il y ait des jeunes qui sont confrontés au chômage, à la précarité, qui se disent « Nous aurions aimé que le gouvernement crée davantage les conditions de création d'emplois. » Nous pouvons l'admettre. Mais si nous nous mettons à créer le désordre, à nous affronter les uns contre les autres, en quoi cela permettrait de régler tous ces problèmes-là qui peuvent être légitimes? En quoi? Nous en avons fait l'expérience dans les années 90. Et en réalité, aujourd'hui, les gens nous comparent par rapport aux pays voisins. Ils oublient qu'aucun pays ayant connu cette situation-là n'aurait franchi les progrès que nous avons franchis. D'autres pays ont essayé ce chemin. Les Égyptiens ont essayé la place Tahrir. Les Tunisiens ont expérimenté la révolution. Des pays à côté de nous ont expérimenté. Est-ce que nous pensons que c'est le bon chemin à prendre? Ou bien, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les attentes des uns et des autres, nous pouvons plutôt faire preuve d'un esprit d'écoute, de dialogue. Et moi, je crois que c'est ce chemin-là que le président du Conseil souhaite. C'est ce chemin-là que chacun de nous devrait souhaiter. Que quels que soient les problèmes qui existent, écoutons-nous mutuellement, faisons preuve d'ouverture les uns envers les autres, essayons de discuter et chacun apportera son idée et la lumière jaillira. Voilà pourquoi se laisser aller. Vous savez, il y a un certain... Quand vous regardez ceux qui sont à l'origine des campagnes de désinformation et de propagande virale sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux ne sont pas au pays. Derrière son téléphone, il est facile d'appeler pour dire empêcher la commerçante d'aller vendre, empêcher les gens d'aller au travail. Or, nous savons que nos mamans, nos parents, parfois c'est les activités de la journée qui permettent de préparer le repas du soir. C'est ces personnes-là qui viendront nourrir nos familles chaque jour, ou bien ils sont là, tapis dans l'ombre en disant, bon, exposez-vous, et puis si ça se gâte, ce n'est pas notre problème. Mais si jamais ça devait aboutir, nous, on viendrait récupérer. Moi, je crois que c'est vraiment méchant, cette façon de faire les choses. J'en appelle, une fois de plus, à ce que nos concitoyens ne cèdent pas à ce genre de désinformation, d'appel à la haine, d'appel à la violence, d'appel à l'affrontement, parce que ce n'est pas porteur pour notre pays, ce n'est pas porteur pour notre société. Nous allons détruire le peu dont nous disposons et ça ne nous apportera pas le plus qu'ensemble, dans un esprit de fraternité, de solidarité, nous pouvons bâtir. Mais alors, quel est le problème de Radio France Internationale et de France 24 que vous avez suspendu, puisque jusque-là, vous n'avez évoqué que les réseaux sociaux? Vous savez, nous pouvons considérer que nos sociétés, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel, aujourd'hui sont confrontées à des menaces graves. Certains pourraient qualifier ces menaces d'existentielles, des défis sécuritaires. Et en plus, quand il y a des tensions conjoncturelles, comme c'était le cas la semaine dernière, il est important que les médias fassent preuve de davantage de professionnalisme, d'impartialité, d'équilibre et de volonté de vérification de l'information avant d'en parler. Il est important qu'ils fassent preuve de la plus grande retenue et qu'ils fassent preuve de responsabilité. Je voudrais donner 3 éléments. Avez-vous entendu les médias dont on parle? Informés sur le fait que nous étions face à des manifestations illégales et irrégulières. Leurs journalistes ou leurs reporters avaient la possibilité de vérifier. Ils le savaient, mais ils ne l'ont pas dit. Ils ont donné le sentiment qu'il y avait une manifestation régulière qui serait en train d'être réprimée. Je crois que c'est de la malhonnêteté. Il y a le cas d'un médecin qui a été exhibé un peu partout. Mais il y a des membres des organisations syndicales, d'organisations corporatistes du secteur de la santé qui m'ont appelé. Je leur ai posé la question,
est-ce que la personne dont vous me parlez a été arrêtée parce qu'elle est médecin? A-t-elle été arrêtée sur son lieu de travail, dans un centre de santé? La réponse qui m'a été donnée est non. La personne portait-elle une blouse bleue ou blanche dans la rue qui la distinguait des autres manifestants? La réponse était non. Je dis, mais alors, à supposer que nous veillions œuvrer pour des mesures de clémence ou d'apaisement, pourquoi vous singularisez le médecin et vous oubliez peut-être des ouvriers, des maçons, des artisans, des enseignants qui éventuellement, par méconnaissance ou par ignorance ou ayant été un peu manipulés, étaient dans la rue? Vous voyez, ces médias dont nous parlons savent que la personne dont on parlait n'a pas été arrêtée parce qu'elle est médecin. Mais ils ne le disent pas. Ils donnent le sentiment qu'on aurait ciblé quelqu'un parce qu'il est médecin. La troisième chose, l'appel à l'insurrection, c'était quelque chose de manifeste sur les réseaux. On ne disait pas, ben, écoutez, sortez pour... Non, il y avait une vraie volonté de créer des mouvements parlés dans les quartiers, de se lancer dans une guérilla urbaine. Il y avait des plans et des volontés subversifs et insurrectionnels ouvertement assumés. Lequel de ces médias a dit ça? Est-ce que c'est quelque chose de tolérable? Alors, je dis, il faut espérer qu'ils ont compris le message. L'objectif n'est pas de s'enfermer, d'empêcher les médias de faire leur travail dans notre pays. Au contraire, je pense que l'ouverture nous a toujours caractérisés. L'objectif est de dire, lorsqu'une situation de tension, une situation de fragilité est en train de se produire, sont en train de se produire dans une société, ce n'est pas le moment d'agir en incendiaire, de chercher à allumer encore la mèche. Et c'est cette attitude-là qui est déplorable et même condamnable. Donc, je ne voudrais pas en dire davantage. Espérons que ce que je dis, c'est valable pour les médias togolais, mais c'est également valable pour les médias étrangers. Faisons attention, tout ce qui peut toucher à la paix publique, à la paix civile, à notre vivre ensemble, à la cohésion de la société togolaise. Tout ce qui peut créer des failles, des fragilités, à un moment où nos pays sont confrontés à des menaces graves en matière de terrorisme, en matière d'extrémisme violent, faisons attention. Parce qu'une fois que cette paix civile, cette paix publique, cette cohésion aura été perdue, ce qui est le cas de certains peuples. Vous savez, quand je ne veux pas singulariser, au moment où des coups d'État étaient en train de se produire ici et là, mais la tendance, y compris parfois de la part de nos frères et sœurs de l'opposition, c'est d'applaudir. Maintenant, avec le recul, est-ce que nous pouvons dire que ça a fait avancer ces pays et ces sociétés? Si la réponse est non, pourquoi nous cherchons à reproduire la même chose? Ben justement, je voudrais évoquer le cas des pays de l'AES. Est-ce que le soutien du Togo au Sahel peut-il valoir une campagne de déstabilisation diligentée, selon votre expression, par des mains occultes, pour ne pas citer les fronts occidentaux? Écoutez, moi je ne suis pas dans les tendances complotistes. Je ne veux pas voir des complots partout. Je vois ici deux choses que je viens de souligner. Je vois que les réseaux sociaux ont été utilisés pour une campagne de désinformation et de propagande virale. Des images fausses ont été propagées, parfois des images qui ne sont pas des images au Togo. On a pris des images d'autres pays pour calquer, pour dire « Ah, mais c'est en train de brûler au Togo », juste pour inciter et encourager les gens à sortir. Ça, c'est factuel, c'est ce que nous constatons, et je dis, ce n'est pas bien, ceux qui le font. Je dis tout simplement, il y a éventuellement quelques personnes qui ne croient pas à la démocratie, qui espèrent qu'ils peuvent obtenir le pouvoir par des raccourcis non démocratiques. Je dis, moi je crois à la démocratie, je crois dans l'adhésion des citoyens, y compris à l'occasion des élections qui peuvent être organisées, les élections législatives, les élections municipales, comme ce sera le cas dans 3 semaines, des élections régionales. Je crois à cela. Maintenant, par rapport à l'AES,
le Togo n'est pas un soutien des pays de l'AES. C'est une fable. Oui, mais c'est quoi le vrai Non, positionnement? le Togo a des convictions profondes que la coexistence et les relations harmonieuses entre les peuples, les relations de bon voisinage sont déterminants. Nous devons, quelle que soit la situation politique, dans les pays qui nous entourent, il reste des pays frères, il reste des pays voisins, nous devons cultiver des relations harmonieuses, des relations de bon voisinage. Nous devons coopérer sur des défis d'intérêt commun. Demain, les Béninois resteront les Béninois, les Ghanéens resteront les Ghanéens, ils seront toujours des voisins. Les Burkinabés resteront des voisins, ils seront toujours des voisins. En Afrique de l'Ouest, nous devons nous considérer en frères. Et donc, nous devons pouvoir travailler ensemble sur un certain nombre de défis. Et le premier des défis aujourd'hui, c'est les enjeux sécuritaires. Nous pouvons coopérer, nous pouvons échanger les informations et de temps à autre, nous pouvons même agir ensemble contre un fléau qui nous touche tous. Deuxièmement, nous avons toujours pensé que quand il y a une situation politique exceptionnelle, y compris les coups d'État, il faut prendre du recul. Il ne faut pas se précipiter dans la condamnation, dans une volonté d'ostracisme ou d'isolement, dans des sanctions qui, en définitive, touchent tous nos pays et tous nos peuples. Ça ne signifie pas être proche de tel ou tel. Troisièmement, nous avons toujours pensé que, en ce qui concerne la CEDEAO, que les protocoles additionnels, que une mouvance qui a surgi dans les années 90 avec le rôle beaucoup plus actif de la société civile, que les protocoles additionnels sont devenus prépondérants par rapport aux textes fondamentaux. Que nous sommes en train de nous imposer nous-mêmes des contraintes sur la base des considérations sur lesquelles nous ne nous entendons pas. Quand nous parlons de démocratie, il faudrait d'abord que nous nous entendions tous sur le contenu de la démocratie et le contenant, de la manière dont... Quand vous avez un régime qui a 4 ans renouvelable une fois, vous avez un pays dont le régime c'est 7 ans renouvelable une fois. Mais si vous leur dites vous faites un mandat de 2, est-ce que c'est la même chose? Alors, donc, tout cela ne doit pas être considéré comme... Non, nous considérons tous les pays de la sous-région comme étant des pays frères et amis avec lesquels nous devons travailler pour relever ensemble un certain nombre de défis et d'enjeux. Mais vous êtes proche de l'AES, puisqu'à un moment donné, vous avez exprimé ouvertement l'envie d'adhérer à cette alliance. Et vous savez, vous ne pouvez pas empêcher un peuple de réfléchir, de se projeter, de réfléchir sur les possibilités qui peuvent s'offrir. Mais je crois que la question de l'adhésion du Togo à une organisation internationale, fût-elle l'AES, c'est un sujet suffisamment sérieux qui mériterait d'être réfléchi et porté aux Togolais par les autorités qui en sont légitimes. Et aujourd'hui, c'est le président du Conseil qui serait l'autorité la plus légitime pour tracer le chemin, pour dire qu'est-ce que nous faisons. Maintenant, soyons un peu aussi sérieux. Nous sommes quand même les héritiers de ceux qui nous ont devancés, y compris de pères de la nation, membres fondateurs de la CEDEAO. Si un jour la question devrait se poser, l'autorité, le président du Conseil, dirait aux Togolais le pourquoi d'une volonté éventuelle d'adhésion à l'AES. Est-ce que nous le faisons en restant dans la CEDEAO ou nous le faisons en quittant la CEDEAO? Mais nous devrions aussi nous poser la question, ceux que nous rejoignons, les 3 pays, sont-ils disposés à accueillir un pays qui viendrait par exemple en restant dans la CEDEAO? Vous voyez que c'est une question suffisamment grave, suffisamment importante, avec des implications qui sont telles que nous ne devrions pas en parler à la légère. Et donc, pour ma part, oui, nous avons le droit de réfléchir à toutes les éventualités, mais le jour où le problème se poserait de manière sérieuse, c'est l'autorité légitime qui a le pouvoir nécessaire
de situer les Togolais, de tracer les perspectives, c'est-à-dire le président du Conseil, dans la nouvelle constitution, c'est le chef de la diplomatie. C'est lui qui dirait aux Togolais, voilà ce que je pense, et voilà les modalités, voilà les implications. Pour le moment, nous disons tout simplement que nous sommes amis avec tous les peuples de la sous-région et tous les peuples d'Afrique, et que ces appartenances-là, ces questions d'appartenance-là, ne devraient pas devenir des facteurs bloquants, y compris pour nous empêcher de travailler ensemble sur les défis qui mériteraient d'être examinés et d'être réglés de manière collective. Monsieur le ministre, je voudrais revenir au fondement, au motif des mouvements de contestation. Pour l'essentiel, je retiens qu'on vous reproche de laisser une minorité s'accaparer les ressources publiques au détriment de la majorité, une dénonciation faite en son temps par l'ex-président de la République, qui est le président du Conseil. Pourquoi des mesures vigoureuses n'avaient-elles pas été prises pour garantir une meilleure répartition des richesses du pays? Bon, quand vous dites des injustices ou une minorité, de qui vous parlez? Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, il y a les mots d'ordre appelant à la violence, à l'affrontement, à la subversion, à l'insurrection, qui sont relayés sous des motifs fallacieux, y compris ce genre de slogan. Bon, quand vous avez une députée à l'Assemblée nationale, qui siège à l'Assemblée nationale, qui touche ses indemnités de député et qui parle d'une minorité, elle se met de quel côté? Quand vous avez un député, fût-il de l'opposition, qui siège à l'Assemblée nationale, qui touche ses indemnités, qui touche son salaire, de quel côté il se met? Serait-il en mesure de dire que bon, ses collègues députés à l'Assemblée nationale appartiennent à la minorité et puis lui, il n'appartient pas à cette minorité prétendue? Quand vous avez des frères et sœurs de l'opposition qui dirigent des mairies, qui sont des conseils municipaux, et donc qui participent à la gouvernance et à la gestion de la chose publique, vous les mettez de quel côté? Vous savez, il y a de ce genre de slogans qui permettent tout simplement de dénigrer, de jeter des anathèmes, d'injurier, de diffamer. Je crois que le salaire d'un ministre au Togo est connu. Le salaire d'un député au Togo est connu. Maintenant, s'il y avait une infraction commise par un député ou un ministre, que ceux qui ont les informations nécessaires donnent ça à la justice. Je crois qu'il y a maintenant un certain nombre de mécanismes, y compris des numéros verts qui peuvent permettre de dénoncer. Et donc, permettez que je ne puisse pas entrer dans ce genre de considération et jeter en pâture d'honnêtes femmes et d'honnêtes hommes qui parfois se dévouent et aident. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, nous ne sommes pas parfaits, mais cataloguer tous ceux qui participeraient à la gestion du pouvoir. Et surtout, que certains qui y participent aussi continuent à dénigrer les autres, et ça me paraît assez bizarre. Comme je l'ai souligné, le diagnostic ne vient pas seulement de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il vient d'abord du président du Conseil lui-même. Non, il faut lire le mot du président dans son intégralité. Il a parlé d'une société. Il n'a pas même dit le Togo. Et c'est à supposer même que ce qu'il dénonçait concerne aussi le Togo. Mais c'est aussi un appel au civisme, un appel à la responsabilité quand on est impliqué dans la gestion des affaires du pays. Voilà. Donc je ne crois pas que son intention était de dire que au Togo, il y a une minorité pieuse et une majorité qui serait... Qui tire le diable par la queue et le singe par la langue? Non, je ne crois pas que c'était là son intention. Les gens sont en train de galvauder le message à la responsabilité et au civisme qu'il avait eu à lancer à l'époque, mais un message qui reste d'actualité. Mais ceux qui ont fondé un certain espoir sur la Ve République commencent quelque peu par douter, et pour cause. Depuis leur investiture le 3 mai dernier, ni le nouveau président de la République, ni le président du Conseil ne se sont adressés à la nation. Qu'est-ce qui justifie
ce silence, ce vide exécutif, Monsieur le ministre? Bon, l'investiture a eu lieu. Il y a eu la prise de fonction du président du Conseil et du président de la République. Je pense qu'il y a quelques jours, j'imagine qu'une grande chaîne comme la vôtre, vous avez couvert l'activité du président du Conseil au parc industriel d'Adétikopé, où était lancée une usine textile. Chaque jour, dans ces activités, notamment les audiences, vous les suivez. Vous savez, il faut aussi éviter cette personnalisation du pouvoir. J'espère que quand nous allons entrer de plein pied dans le fonctionnement de la Ve République, cette volonté de déconcentration des centres de décision et de pouvoir, de partage des responsabilités, que chacun à son niveau puisse faire ce qu'il doit faire. Ça permettra de ne pas faire une fixation, une focalisation ni sur le président du Conseil, ni sur le président de la République, ou alors sur les députés, et de comprendre que nous voulons une société dans laquelle chacun a sa place, chacun apporte sa contribution, parce que quel que soit le rôle modeste que les uns et les autres peuvent jouer, c'est l'addition de la contribution de chacun qui peut permettre à une société, à notre société, de progresser. Mais Monsieur le ministre, ça fait quand même bientôt 2 mois que les Togolais n'ont pas vu leur nouveau président de la République, ils n'ont pas entendu parler de lui. Vous savez, c'est aussi ça une des vertus de cette nouvelle constitution. La nouvelle constitution a défini le rôle du président de la République, chef de l'État. Et ce rôle-là, ce n'est pas un rôle d'exposition inutile. Comme dans d'autres pays qui ont fait le choix du régime parlementaire. En Italie, en Allemagne. Chaque jour, vous voyez le chancelier tenir le gouvernail, chef du gouvernement. Vous voyez en Italie la présidente du Conseil. En Éthiopie, vous voyez le Premier ministre éthiopien. En Angleterre, vous pouvez passer 3 mois, 6 mois sans voir le roi Charles III. En Belgique, le roi, vous ne le voyez pas tout le temps. En Espagne, vous voyez, c'est ça aussi la Ve République et le régime parlementaire. Un président de la République plutôt effacé et un président, un chef de l'exécutif qui a l'essentiel des pouvoirs exécutifs et qui est à la tâche. Être à la tâche, ce n'est pas l'affichage. Être à la tâche, c'est chaque jour veiller à ce que les orientations soient données à l'administration, que des décisions soient prises, que les forces de défense et de sécurité dans la partie nord du pays soient équipées convenablement, soient nourries convenablement, et que les attaques puissent être contenues, que notre territoire soit défendu, que les populations soient défendues et protégées. Et vous voyez que c'est ça qui se passe. Pendant que certains essayaient de nous distraire ici à Lomé, nous subissions une attaque d'envergure dans la région nord du pays. Pourquoi cette attaque est repoussée, est contenue, neutralisée? Mais c'est parce qu'il y a un président du Conseil qui est en réalité le numéro 1, le chef suprême des armées, qui veille à ce que nos frères et sœurs déployés sur le terrain ne manquent de rien, ne manquent pas d'équipement, ne manquent pas de matériel, ne manquent pas de nourriture, et qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. C'est ça le travail. Aujourd'hui, les examens nationaux sont en train d'être organisés un peu partout. Qui les organise? C'est l'administration, c'est l'État. Voulez-vous que le président du Conseil soit en train de sillonner les lycées, les collèges, pour regarder comment les examens sont en train... Y a-t-il des problèmes dans l'organisation de ces examens? Il n'y en a pas. Les fonctionnaires, ils continuent à être payés. Des projets continuent à être lancés. C'est ça l'État. Évitons d'être dans l'affichage, dans une communication propagandiste.
nous ne sommes pas connus en tant que Togolais dans ce sillage-là. Mais qu'en est-il de la formation d'un nouveau gouvernement? L'actuel a démissionné depuis bientôt 2 mois, après 1 an de transition. Au cas où tu étais intéressé, je vais t'aider en te donnant l'adresse à laquelle tu pourrais adresser ta candidature et exprimer ton souhait d'être membre du gouvernement. Vous savez, le gouvernement en cours de formation sera le premier gouvernement de la première législature de la Ve République. Si vous regardez de près, ce qui a toujours caractérisé le président du Conseil actuel, aujourd'hui en tant que président du Conseil, hier en tant que président de la République, c'est le souci de l'unité et de la cohésion. Mais c'est aussi des valeurs qui s'incarnent. Ce n'est pas dire unité, cohésion, appeler les Togolais à travailler ensemble, ce n'est pas juste en parler. Lorsque, avant son investiture et sa prise de fonction en tant que président du Conseil, il en a eu l'occasion, parce que la Constitution, ancienne comme actuelle, le lui permettait, de coopter, de désigner 20 sénateurs. Qu'est-ce que vous avez constaté? Sur les 20 sénateurs, il y a pratiquement 10 sénateurs de la majorité et 10 sénateurs de l'opposition, et une parité entre hommes et femmes. C'est ça l'ouverture, c'est ça l'unité, c'est ça la cohésion. Et donc, il faudra, comme il l'a toujours fait, veiller et faire en sorte que le gouvernement qui sera formé ressemble à la société togolaise en termes de diversité, en termes de cohésion, en termes d'unité. Parce que c'est ça qui va nous permettre véritablement de cultiver l'esprit de fraternité, l'esprit de solidarité, l'esprit de cohésion et amener les Togolais à se mobiliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement. L'essentiel, c'est la sécurité. Il y veille et il le fait quotidiennement. Et donc, je voudrais vous demander un peu de patience, mais néanmoins, comme je vous ai promis, je vous donnerai l'adresse au cas où vous êtes intéressé à manifester votre intérêt ou votre candidature, même si ce n'est pas ça la pratique. Pourquoi pas. Avant de conclure cet entretien, Monsieur le ministre, je voudrais qu'on dise un mot d'un point de l'actualité, je dis négatif pour le Togo, parce qu'on a comme l'impression que vos relations avec les États-Unis se sont dégradées ces derniers temps. Après la suspension du processus du programme MCC, le Togo est sur la liste des pays peu désirés aux États-Unis. Que se passe-t-il exactement? Vous savez, les MCC, le Millennium Challenge Corporation, il y a certains de nos compatriotes, certains de nos concitoyens, parfois des acteurs politiques de premier plan, qui se sont amusés à aller dénigrer le pays auprès des Américains. Dire, bon, il faudrait priver le Togo de ce programme. Mais comme le président de la République à l'époque, au regard de la situation particulière dans les savanes, estimait que nous ne pouvons pas accepter qu'un partenaire, éventuellement dans le cadre du MCC, vienne en nous disant « Nous allons vous accompagner, mais nous ne voulons pas que vous déployiez des activités et des projets dans la région des savanes. » Le président qui est attaché à l'unité et à la cohésion du pays, qui se dit les populations qui souffrent dans la région des savanes, je ne peux pas accepter qu'un partenaire vienne me dire que je dois leur priver de certains projets éventuellement financés par les MCC. Et certains leaders, y compris, qui sont de la région des savanes, sont heureux d'aller torpiller le Togo à Washington, d'être contents de dire « Ah, grâce à nous, on aurait privé le Togo du MCC ». Ce n'est pas ce qui s'était passé. C'est le Togo lui-même qui a dit « Si vous ne pouvez pas m'accompagner conformément à mes priorités, y compris les projets et les activités que j'ai envie de mettre en œuvre dans la région des savanes, je préfère que vous gardiez vos ressources pour vous-même. » Donc, nous avions suspendu les MCC, mais voilà que
c'est un acte visionnaire de l'avoir fait. Parce que si nous avions inscrit dans notre budget des ressources provenant du MCC, nous serions ridicules aujourd'hui. Ça doit nous donner une leçon. L'attitude de certains partenaires, y compris USAID, le programme USAID et le programme MCC, que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes pour notre développement, pour notre épanouissement. En ce qui concerne les restrictions aux visas, des visas, pour un certain nombre de pays, dont le Togo, je voudrais rappeler que chaque pays dispose du droit et du pouvoir et de la liberté de réglementer et définir les conditions de séjour et d'installation dans son pays. Donc c'est le droit le plus absolu des États-Unis, du gouvernement américain, de définir ces règles de séjour et d'immigration aux États-Unis. Mais maintenant, nous pourrions déplorer la brutalité de la mesure. Parce que, est-ce qu'il n'aurait pas été beaucoup plus judicieux que les pays concernés aient été saisis, par exemple en ce qui concerne le Togo, pour dire nous avons constaté qu'il y a des Togolais qui excèdent la durée de validité de leur visa. Nous souhaiterions que le gouvernement prenne les dispositions pour juguler ce phénomène. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et donc, nous le déplorons, mais cela étant, nous devons, dans l'intérêt de nos concitoyens, travailler avec le gouvernement américain pour comprendre les préoccupations qui les ont poussés à cette mesure et voir ce que nous pouvons faire pour permettre à ceux de nos concitoyens qui vont aux États-Unis, que ce soit pour les études ou pour le tourisme, de ne pas en être victime, de ne pas être victime de la mesure qui a été prise. Mais cela dit, le mécontentement continue sur les réseaux sociaux, la toile. Un nouvel appel à manifester est lancé. En fin de compte, que prévoyez-vous faire pour faire baisser la tension, Monsieur le ministre? Non, à ce stade, je pense que nous sommes aujourd'hui le 24. Si une manifestation doit avoir lieu, cela signifie qu'une notification et une saisine ont été faites auprès des autorités compétentes. À ce stade, je n'ai aucune indication que le respect des règles, le respect du cadre légal ont été respectés. À partir de ce moment, s'il se confirme qu'il n'y a pas de notification, qu'il n'y a pas de saisine des autorités, je voudrais exhorter, encourager nos concitoyens à ne pas prendre le risque de vouloir participer à des manifestations qui sont irrégulières et illégales, parce que la responsabilité de l'État, la responsabilité des forces de l'ordre, la responsabilité de l'appareil judiciaire, c'est de faire respecter la loi. C'est de veiller à ce que l'ordre public soit maintenu. C'est de veiller à ce que la tranquillité publique soit observée. C'est de veiller à ce que nos concitoyens puissent vaquer librement à leurs occupations. Et donc, une manifestation illégale et irrégulière, ce n'est pas la peine de prendre le risque en sachant qu'en cherchant à participer à un regroupement, à un rassemblement, dans le cadre d'une manifestation interdite, je ne dirais même pas interdite, illégale et irrégulière, on est en train de s'exposer. Ça ne sert à rien, y compris, j'espère que les organisations de défense des droits de l'homme vont relayer le même message que nous. Parce que le médecin après la mort, c'est un médecin inutile. Donc si nous pouvons faire preuve de prévention, d'appel au civisme, au sens de la responsabilité, à ne pas prendre des risques inutiles, c'est ça qui est le plus important. Donc je dis à mes concitoyens, aux Togolais, ne suivez pas les mots d'ordre de ceux qui, depuis des capitales étrangères, sont en train de nous amener à nous livrer à des violences, à des affrontements. D'abord, l'autorité ne laissera pas faire. Et deuxièmement, évitons la situation dans laquelle certains de nos concitoyens auraient le sentiment qu'ils sont obligés de se défendre contre ce qu'ils n'acceptent pas. Il y en a ceux qui peuvent dire « nous avons envie
de participer à une manifestation illégale. Il y en a qui pourraient être tentés de dire, dans la situation actuelle, dans mon quartier, je ne veux pas que l'ordre soit troublé par des gens, que mes activités soient troublées par des gens qui agissent de manière anarchique. C'est tout aussi illégal. Vous dites? C'est tout aussi illégal. Pourquoi? Vous savez, moi, je comprends parfaitement que... Je comprends parfaitement au pouvoir public, non, aux forces de l'ordre. Mais bien sûr. Mais je comprends parfaitement des jeunes qui, dans un esprit citoyen et non violent, se disent « Nous allons travailler ensemble pour que la tranquillité prévale dans notre quartier ». Je comprends des notables ou des autorités traditionnelles qui se diraient « Mais nous avons trop souffert de manifestations anarchiques qui conduisent à des chasses-poursuites entre les forces de sécurité et des gens qui viennent parfois pour créer le désordre dans notre quartier. » Moi, je les comprends. Je dis à tout le monde, faites confiance à l'autorité publique. Faites confiance aux forces de l'ordre. C'est ce que je dis. Mais je dis à ceux qui seraient tentés de créer le désordre de ne pas obliger d'autres citoyens à croire qu'ils sont en droit de se défendre. C'est ça le problème. Même si nous disons qu'il ne faut pas le faire, nous ne pouvons pas être dans chaque quartier, devant chaque maison. Si quelqu'un vient dans votre quartier et que vous vous êtes organisé pour dire « Bon, si vous êtes un passant, vous avez vos activités dans le quartier, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez pour créer le désordre dans notre quartier, nous ne voulons pas de toi dans le quartier. » En quoi cela est illégal? Ce n'est pas illégal. Ne le faites pas en recourant à la violence. C'est ce que nous disons. La violence légitime, c'est seulement les forces de l'ordre qui peuvent en faire l'usage. Et que ferez-vous pour dégonfler le mécontentement de ceux qui s'expriment sur la toile avec des relais dans le pays? Mais ceux qui s'expriment sur la toile, vous les connaissez? Vous savez même qu'ils ont commencé en utilisant l'intelligence artificielle à afficher de faux citoyens, à afficher de faux messages, de faux chefs traditionnels, de faux artistes. Comment vous pouvez gérer une situation pareille? C'est des partisans du chaos et du désordre. Et ces partisans du chaos et du désordre, la seule réponse légitime qu'il faut leur opposer, c'est le respect de la loi. Et le respect de la loi doit être assuré par les forces de l'ordre. C'est ce que j'ai dit. Merci, Monsieur le ministre. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'être passé chez nous et évoquer ce sujet. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et aux fidèles téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Cet entretien est à suivre également sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube et sur notre site internet www.newtv.com. À très bientôt.